Non, mais que les gens mauvais fassent des mauvais logos, ça me va. Ça balance. Là, d'un coup, moi, je me décompose et là, je suis en rendez-vous, je commence à suivre la grosse route, je me dis, avec le ici. C'est prendre des coups pour rien. Par contre, Question rapide. ouais, vas-y, on s'arrête. Je suis d'accord, c'était pour être gentil, parce que je sais pas ce que vous avez mis après, je me dis, bon, faut bien que j'achète quelque chose, quoi. Je vais pas me faire taper dessus. Bienvenue dans CMJN saison 1, c'est le podcast où on invite des personnalités variées au profil coloré, autant des CEO touche à tout que des créatifs farfelus ou encore des illustrateurs de talent. Leur point commun, l'industrie créative ou plus largement, la communication et les arts graphiques. Alors installe-toi et bonne écoute. Bonjour Mathias Rabiot. Donc tu as fait ta formation à Duperré à Paris et par la suite en 2002 tu as fondé l'agence Graphéine avec 4 anciens élèves de la même école. Et Graphéine, pour ceux qui connaissent pas, c'est à notre sens l'une des meilleures agences de design graphique de France, spécialisée dans la création d'identité visuelle. Tu es un amoureux des histoires, que ce soit via la musique, les poèmes, le dessin et pas mal d'autres supports. Bref, tu coches à peu près toutes les cases du créatif épanoui. Tu es surtout un amoureux du design où le dessin DE2SEIN et le dessin DE2SIN ne font qu'un. C'est un honneur de t'avoir ici et merci d'avoir fait un petit stop à Cannes dans ton parcours de vacances. Eh ben merci, je suis ravi d'être là, merci à toi pour cette introduction, merci pour cette invitation à vous tous. Merci beaucoup, j'espère que j'ai rien oublié dans l'intro, j'ai essayé de poser le tableau. T'as pas remercié ma mère? C'est vrai. Ça, je vais m'en charger. On va commencer justement par le début. Comment t'étais quand t'étais enfant? T'as toujours été un peu cet être créatif ou c'est quelque chose qui t'est venu beaucoup plus tard? Créatif, non. Je pense que j'étais dans un environnement créatif sans le savoir, quoi. Ma mère était bricoleuse, mon père était bricoleur aussi. Il faisait des meubles, donc il avait des outils, des trucs, des machins. Et donc il y avait un environnement plutôt do it yourself, quoi. Fais les choses toi-même. Et du coup, les études, quand tu étais un peu plus grand, comment ça s'est passé? Est-ce que c'est là que ça a commencé à se dessiner un peu plus? Est-ce que le design, le graphisme est quelque chose qui est venu avec le temps? Ou est-ce que la première porte d'entrée, c'était peut-être le dessin ou d'autres médiums? J'ai toujours été très nul en dessin. Ma mère, à un moment donné, a préparé le concours d'institutrice et s'est mise à faire des fiches techniques sur des ateliers graphiques pour ses élèves et elle nous utilisait, moi et mon frère, comme cobayes. Donc on soufflait dans des pailles, on tirait sur des trucs en couleur, etc. J'étais dans un quartier populaire de la banlieue de Grenoble. Okay. Mes parents avaient pas beaucoup de moyens et donc mes copains avaient tous des marques de fringues, des Quicksilver, des trucs, c'était l'époque du surf, etc. Et donc moi, j'allais piquer des étiquettes Quicksilver que je mettais sur les vêtements que ma mère me faisait, quoi, en caricaturant un peu, tu vois. J'allais dans les magasins, demander les catalogues. J'ai fait mes stages de 3e dans un magasin de surf pour aller chercher des autocollants et des trucs comme ça. Fasciné par ce monde, à la fois symbolique parce que mes copains avaient des marques comme ça et moi j'en avais pas. Donc j'étais attiré par ça, à la fois par ce sport extrême, etc. Mais sans faire de surf. De loin. Je décalquais ces trucs-là, je les découpais, je les collais dans mon agenda. Et c'était là l'expérience un peu vraiment empirique du graphisme. Pour compenser peut-être, tu vois, quelque chose auquel j'avais pas accès et qui me fascinait. Tu as fondé Graphéine juste après être sorti de l'école? Tout à fait, exactement. Juste après, j'ai fait un passage de quelques mois chez Euro RSCG Corporate. Faire des logos, découvrir la grande entreprise qui fait des logos pour des grandes entreprises et être une petite fourmi en fait, d'être embauché. Alors c'est très sournois, c'est des usines, hein. T'es embauché à mi-temps, tu dois débaucher normalement à 14h mais t'as jamais fini à 14h donc tu finis les 18h et tu fais un plein temps. Et là t'apprends très vite à côté de professionnels qui ont un œil très aguerri. Je me souviens 2 trucs marquants, un peu fondateurs. Ils faisaient le logo de l'entreprise s'appelle Thales. Avant, c'était Thomson CSF, c'est tout l'armement, etc. Et sauf qu'il y avait un scandale avec de je sais pas quoi, les frégates de je sais pas d'où, je sais pas quoi. Et ils ont changé de nom. Comme ça se fait souvent pour faire oublier tout ça. Et le jour du lancement de l'appel d'offres, l'agence rendait le dossier, le jour de la publication de l'appel d'offres qui devait être public, rendait le dossier finalisé et ils étaient sélectionnés quelques semaines après donc là, tu vois que tu rentres dans les arcanes d'un monde un peu pourri. Et de l'autre côté, ils ont fait un truc, on était en 2001, et il y avait toutes les élections municipales. Et donc là, j'ai fait des affiches d'élections municipales pour le Parti Socialiste. Sauf que moi, je savais jamais qui était l'élu. Et sauf que j'ai cadré sur son adjoint,
Et donc, on a envoyé à l'imprimante parce qu'il y avait un mec qui était beau, qui était en costume, qui était jeune. Celui-là, il passe bien. Et puis, il y avait un vieux pecno à côté. Et je me suis dit, bah ouais, c'est forcément lui, le maire, le futur maire. Wow. Et donc, c'est parti à l'imprimerie. Ça a soufflé dans les bronches. Ouais, je pense. Donc, c'est des bonnes écoles, mais pas trop longtemps, quoi. Pas trop longtemps. Du coup, ça t'a poussé après à prendre un peu ton envol et fonder ta propre... Alors non, je suis passé par une autre boîte qui s'appelait lespectacle.com, qui était la bulle internet des années 2000. Ils font un annuaire dédié au monde du spectacle. Okay. Et en gros, pendant 8 mois, je vais bosser chez eux. Je vais faire venir un copain qui va nous rejoindre après la Graphéine. Et on va bosser pendant 8 mois à être payé à rien faire. Parce qu'ils vendaient rien. Donc ils offraient, à l'époque, on faisait des CD-ROM interactifs pour des compagnies de théâtre et de danse. Donc on a fait des CD-ROM interactifs pour des compagnies de théâtre et de danse qui étaient offerts à des compagnies. Et donc on s'est formé, voilà. Et pendant cette période, donc la start-up a fait 12 personnes en 6 mois et viré 12 personnes en 4 mois, en 3 mois. Et j'étais le premier et le dernier salarié de la start-up. La boucle est bouclée. Et le dernier client qui était ramené dans cette start-up, c'était un festival de musique que j'avais contacté, dont j'avais fait l'affiche. Et donc j'ai fait toute la com du festival les 3 derniers mois avant qu'elle ferme. Et je me suis rendu compte que, du coup, je pouvais gagner... à l'époque, ça me semblait une somme astronomique, c'était 40 000 francs, donc ça fait 6 000 euros. Récupérer le bébé, quoi. Et je me suis dit, mais si je suis capable de gérer ce budget-là, je peux le faire pour moi tout seul. Ouais. Et quand la start-up a fermé, je me souviens, j'ai pris l'annuaire téléphonique, j'ai appelé les 100 premiers noms à agence de communication, graphisme, et j'ai appelé 100 boîtes à Paris avec mon téléphone, 01 42, voilà. Sur les 100, il y en a 5 qui m'ont répondu, sur les 5 qui m'ont répondu, il y en a 2 qui m'ont fait bosser. Et du coup, dès octobre ou novembre 2002, j'étais au boulot. De 2002 à 2010, à peu près 2012, on passe de 0 à 5, on commence à avoir plein de boulot. On fait un truc qui s'appelle Bombay TV. Le fameux. À l'époque, on fait des sites internet en flash, technologie qui a disparu aujourd'hui, qui avait quelque chose d'assez génial, qui a été une sorte d'étoile filante de la technologie et du design et de la création pendant dizaine d'années. Tu pouvais créer des animations, mettre de la typographie, etc. Et donc, Bombay TV, pour se former à cette technologie, on fait ce petit site internet qui permet de sous-titrer des films indiens, et puis on mettait des sous-titres en français, puis on envoyait ça en anglais. Et ça a fait le buzz, et en l'espace de quelques semaines, mois, d'un coup, le truc a traversé la Terre entière. Des millions de vues, des serveurs qui explosent, etc. Surtout à l'époque, quoi. Cette bascule avec Bombay TV, est-ce que ça a été aussi un changement, enfin un point de rupture par rapport à Graphéine, où ça a vraiment aussi propulsé l'agence? En fait, inconsciemment, alors c'était vraiment pour le délire, ça nous amusait, mais c'était de la R&D, quoi. Ouais. Ça ramenait pas d'argent. À l'époque, il n'y a pas de WhatsApp, il n'y a pas de réseaux sociaux, etc. Les gens sont sur des forums, et ces petits films Bollywood étaient partagés grâce à une URL. Donc c'est juste une URL qui a encapsulé le film et les sous-titres. Ce format très léger se retrouvait publié sur les forums, mais par millions de millions sur les forums obscurs en Russie, en Pologne, etc. Et donc, nous, depuis la France, on voyait comme ça se diffuser cette propagation. Et là, on se retrouve à exploser les stats du backlink. Et du coup, on se retrouve, alors qu'on n'a rien demandé, que notre site est en plus en flash, à l'époque, il est imperméable aux moteurs de recherche parce qu'ils sont pas capables de rentrer dans le contenu. Simplement, ils voient juste les métadonnées autour. Et on se retrouve en première position sur agence de communication. C'est comme une sorte de jackpot, t'as des trucs qui tombent, gling, 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 ça s'appelle des demandes de devis, et t'es 3 dans ton petit bureau et tu comprends pas bien ce qui se passe. Tu vois bien qu'il y a des gens qui t'appellent pour faire ton logo ou je sais pas quoi. Et donc ça devient assez excitant, mais aussi perturbant dans l'organisation du collectif. C'est à 20 ans, 25, 25 ans, c'est ça. Avec tes copains, t'es encore en train de jouer à la console la veille, et puis là je dis ça mais j'y jouais pas, et puis tu te retrouves abreuvé de boulot. Donc comment gérer ce travail, comment s'organiser, comment recruter, comment prendre des bureaux, toutes les questions de développement qui se posent. Quand on voit toute cette genèse là, et maintenant dans la situation dans laquelle vous êtes, est-ce que c'est un choix pour toi de garder une organisation qui reste un peu à taille humaine, un peu comme au début vous avez pu avoir, rester dans un
pôle d'agence où à Lyon vous êtes un peu moins d'une dizaine, à Paris je suppose que c'est à peu près pareil. Est-ce que du coup c'est un vrai choix? Notre passion, elle ne nous nourrit pas tout seul. Il faut du business, il faut de la communication, il faut des ressources humaines, il faut s'entourer, etc. Mais le cœur de métier du rédacteur, c'est quand même à un moment donné faire des signes, des images, faire plaisir, avoir un métier passionnant, rencontrer des clients passionnants. Et c'est ce qui fait se lever tous les matins parce qu'on sait que on va pas faire la même chose que la veille et on fera pas la même chose que demain. Moi, la seule finalité, c'est de pas m'ennuyer, de prendre du plaisir, d'être suffisamment responsable pour pas mettre en danger, tu vois, les équipes, le projet, etc. Sans être non plus complètement étriqué sur toi-même, parce que tu sais qu'il faut malgré tout une marge de développement minimum, il faut une marge d'évolution pour que chacun puisse progresser. L'autre repère, c'était Pentagram, très très simplement. C'est l'échelle que un groupe de plus de 5, 7, allez vas-y 10 personnes, c'est une échelle à partir de laquelle c'est bien compliqué de mener des projets dans lesquels il va y avoir la concurrence de leadership, dans lequel il va falloir négocier des répartitions, mais tant que tu restes en dessous de cette échelle, ça peut se négocier de gré à gré, de façon simple et souple, de façon non définitive, etc. Par contre, à un moment donné, il y a une échelle dans laquelle il y a des hiérarchies qui se remettent en place. Comment tu fais pour pas qu'elles viennent rigidifier une structure qui est souple, qui a une forme de légèreté malgré tout, et l'échelle du projet de design a besoin de cette agilité. Le design est une discipline dans laquelle on fait que du slalom, quoi. C'est pas un autoroute, on est plutôt sur des champs de boss avec des trucs comme ça. Et ça, c'est plus facile à 5 qu'à 50. C'est clair. Après, il y en a qui font ça à 50. Il y a des formidables boîtes, des confrères, je sais pas, des même Pentagram, ils sont beaucoup à Pentagram, mais ils ont réussi à... C'est vrai qu'ils ont réussi à avoir ce niveau d'échelle international. Après, c'est aussi le fait qu'ils aient des partenaires, enfin qu'ils aient ce système de partenaires. Je pense que ça leur permet de se développer aussi. Ça permet de garder en fait que la direction de ces équipes soit menée par des designers qui ont une vision de design et non pas par des businessmen et des commerciaux qui ont une vision de commerce. Et je pense que ça change toute la limite. Au final, c'est des microcellules. C'est chaque associé a une micro-agence de 5-10 personnes qui gravitent autour. Ils ne peuvent pas gérer 200 personnes, ils peuvent gérer 5-10 personnes. Il suffit de multiplier les talents, les actions des associés. Après, Pentagram, il y a un truc j'ai toujours pas éclairci, mais c'est que le modèle d'organisation a été conçu dans les années 60, 70, 80 par des 68ards communistes qui partagent tout. Il y a un ADN communiste chez Pentagram qui est dingue aux États-Unis. Mais ils le disent, ils s'en cachent pas. Et donc, quand ils font 1 million d'euros de chiffre d'affaires avec Windows et qu'ils doivent le partager entre associés, à un moment donné, welcome en URSS 1952, on donne... Alors, je dis ça et c'est que dans la caste la caste supérieure de l'associé, etc. En comparaison d'autres agences qui sont sur des talents, sur des stars ou des machins, ou des équipes, ou en tout cas il y a un actionnariat hyper capitaliste. Chez Pentagram, il y a un truc un peu étonnant, un peu à contresens. Et du coup, ça me fait penser à cette question. Comment tu vois Graphéine dans 10 ans? Est-ce que t'arrives à te projeter ou pas? Te dire, j'aimerais ça, ou j'aspire à ce que Graphéine devienne ça dans 10 ans? Non, dans 10 ans, c'est loin. C'est un peu trop loin. Dans 10 ans, des fois, en rigolant, je me dis qu'à 80 ans, je serai toujours en train de faire des petits logos. De griffonner. Voilà. Il y a des cycles, il y a des choses, on s'en rend compte souvent quand on les a passées, une fois qu'ils sont passés, qu'on a soldé un certain nombre de choses. On rentrait ici, on parlait des bureaux, le lieu de travail, l'espace de travail, faire son atelier, son laboratoire, etc. J'ai toujours fait des lieux de travail dans lesquels il y avait une sorte d'anticipation sur au moins on peut pousser un peu les murs, on peut recruter 2-3 personnes, on a eu la même discussion en entrant, c'est la même logique, c'est-à-dire d'anticiper à 2, 3 ans, 5 ans. C'est comme, je sais pas comment dire, comme dans un bateau, qu'il y en a un qui sache monter des voiles, l'autre ramer, l'autre nager en apnée, j'en sais rien. Il te faut tout ça, et du coup, peut-être la compétence dont tu t'es pas servi encore aujourd'hui, mais peut-être que dans 3 ans, elle va être indispensable. Et puis, il faut des jeunes, il faut des vieux. Le risque, c'est ça, c'est qu'on commence à bosser jeune, donc on embauche des gens plus jeunes que nous, et plus on vieillit, à un moment donné, soit on vit tous ensemble, soit il faut qu'à un moment donné, il y ait encore des jeunes qui reprennent le bateau, quoi. Voilà. Ou qu'on dépose au port, parce qu'ils vont faire d'autres voyages. C'est vrai aussi. Donc il y a pas de plan, voilà. Si, dans ce schéma-là, il y a un repère comme Pentagram dans ma tête, qui est embaucher une personne par an. Ok. Tu vois, c'est un rythme de croissance où je me dis, dans 25 ans, on sera
pire 25. Sinon, il y en a qui seront partis, qui ont fait des trucs. Okay. Et puis, si c'est une demi-personne par an, c'est pas grave. Comment ça, une demi-personne en alternant? C'est quoi une demi? On sait qu'on fait des métiers qui sont très jeunes, qui évoluent très vite sur l'air du temps, les tendances, les enjeux, la société bouge très très vite. Voilà, donc quelque part, en fait, d'avoir toujours dans l'équipe quelqu'un qui prend un alternant, le former, un stagiaire, etc., l'embaucher, essayer de l'embaucher. Donc, c'est garantir le futur. C'est aussi garantir l'évolution des années. T'es plus le meilleur designer parce que parce que t'as une forme d'obsolescence, parce qu'il y a quelque chose de très temporel. Par contre, t'es un super manager, t'es un super formateur, t'es un super je sais pas quoi. Et puis, tu vas essayer de créer des perspectives aussi pour ces gens-là, de sorte que d'un coup, il n'y ait pas une forme de plafond ouvert qui s'installe, que tout le monde puisse avoir une petite perspective. On peut pas offrir des perspectives de fou parce qu'on sera jamais 300, il y aura jamais 300 métiers différents. Mais au sein de ce petit endroit, il y aura des nouveaux métiers qui vont apparaître, des nouveaux besoins, et ça, c'est une sorte d'instinct de vie, quoi, de pulsion de vie qui fait que faut quand même qu'il y ait des fleurs chaque saison aux branches. Merci. On passe au Deadline Fighter. Une minute, pas mal de questions, répondre du tac au tac. T'es prêt? Ouais. Est-ce que fonder et diriger une entreprise, c'est compliqué? Non. Chez Graphéine, vous recevez combien de candidatures de stage par jour? 5. 43 000 abonnés sur Insta, pas trop la grosse tête? Pas du tout. As-tu déjà travaillé en agence? Oui. Te verrais-tu faire carrière en politique? Je mentirais en disant non. J'adore la politique. Mais je pense que j'irai jamais parce que c'est prendre des coups pour rien. Par contre, Question rapide. vas-y. Peux-tu nous rendre Mathéo? Ah non. Ah, t'as quand même hésité. Être publié par étapes, c'était un goal dans ta vie? Pas du tout. Savoir dessiner, c'est obligatoire pour être graphiste? Pas du tout. Si tu avais pas fait de graphisme, quel métier aurais-tu fait? Savoir regarder, si j'avais pas fait graphiste. Qu'est-ce que t'aurais fait comme métier? J'aurais aimé le journalisme, j'aurais aimé, je sais pas, journaliste. Écriture. Écrire. Ouais. Est-ce que tu as le super pouvoir de reconnaître les typos dans la rue? Non. Super, bon. Bon, je dois te dire que tu es parmi les plus mauvais, tu n'as pas beaucoup répondu. Vas-y. Mais c'est pas grave. Du coup, on va rentrer un peu plus dans le détail peut-être de certains projets, ou plus de l'aspect technique du métier. Est-ce que à l'agence, donc chez Graphéine, vous arrivez à imposer, entre guillemets, parce que c'est pas vraiment imposé, c'est toujours un espace de dialogue qu'on essaie de trouver, qu'on argumente, etc. avec le client, mais en tout cas, quand tu vois qu'il y a vraiment des points de blocage, mais tu sais que c'est bénéfique pour le projet, est-ce que tu arrives à justement à faire amener les clients à adhérer à ce que tu proposes? Alors des fois tu peux avoir des convictions très fortes et puis passer à côté de l'attente ou de la projection du client. Des fois ton client va te suivre à 200% et tu as un sentiment très grisant d'avoir abouti à quelque chose qui satisfait tout le monde. C'est très paradoxal, il y a plein de méthodes aussi dans l'équipe, on a tous des rapports très différents à ça. Il y en a qui vont être plus radicaux, il y en a qui vont être plus souples. Ma seule exigence, c'est de m'assurer à ce que le client ait toujours un vrai choix, le plus large possible. C'est le plus dur, parce que la conviction, elle peut naître très tôt ou très tard dans l'avancement du projet, elle peut emballer toute l'équipe, parce que c'est ça souvent en fait l'indicateur, c'est quand t'as les yeux qui clignotent comme ça, puis que t'as tes collègues de bureau, ils viennent et ils font c'est pas mal. C'est trop bien ça. Et puis ça me fait penser à ça, puis d'un coup... Là, tu vois qu'il y a un alignement des planètes, que d'un coup, l'idée, elle traverse... Tu t'approches d'un truc qui va être un peu plus universel. À l'inverse de l'idée que tu as eue tout seul et que tu trouves géniale, puis tu montres à ton collègue, il fait « j'ai pas du tout compris ». Et donc là, tu t'es face au mur. Mais par contre, par respect pour le client, tu vas pas lui offrir que cette solution-là. Alors, soit tu vas raconter une histoire qui va partir de tous tes errements, piste 1, piste 2, je sais pas quoi, on a testé ça. Et puis tu peux raconter, moi des fois au client, je lui raconte, on a fait ça, mais ça marche pas pour ça, il y avait ça, c'était bien, mais ça c'est pas bien, puis ensuite on a pensé à ça, puis ensuite on a abouti à ça, et on arrive à cette idée-là à laquelle on croit. Mais on lui raconte le cheminement et on lui livre la possibilité de reculer dans les idées. Comme ça, il a pas le sentiment qu'on lui impose quelque chose, et quelque part, moi, la seule exigence que j'ai, c'est que le client soit libre de participer au choix. On peut nous aussi être libre de dire au client non, franchement
vous faites une erreur si vous allez de ce côté-là. Si on fait ce que vous nous demandez, on va pas y arriver. Mais pour moi, pour que le projet soit réussi, il faut que le client soit satisfait à 100% et qu'il ait aucun regret. À partir du moment où il se sent forcé, qu'il sent qu'il n'a pas le choix, des fois, il a juste besoin d'avoir plusieurs pistes. Et d'évidence, il va choisir celle avec laquelle il y a le plus peut-être d'intelligence qui est proposée, ou j'en sais rien, de pertinence dans la réponse. Et est-ce que, à contrario, ça vous est arrivé, mais je suppose peut-être que oui, mais de te lancer dans un projet où au début tu dis ok, il y a l'espace de dialogue nécessaire, ça va le faire, etc. Et que justement après tu te rends compte que en fait t'as peut-être pas justement cet espace d'ouverture nécessaire de la part du client. Je sais pas si tu vas trop où je veux en venir, mais et du coup qui t'impose entre guillemets des choix qui ne sont pas les bons pour le projet, que tu sais pertinemment que ça va pas fonctionner et que du coup ça se répète avec le temps et du coup tu mets un terme à cette collab. Mettre un terme à la collab, je sais pas si c'est arrivé. Je crois que peut-être une fois en 20 ans, tu vois, un truc comme ça. Peut-être parce que quelqu'un est pas correct. Voilà. Sinon, à un moment donné, effectivement, l'investissement va démissionner. C'est ok, on va faire ce que vous voulez. De toute façon, le projet, il faut qu'il sorte. Il y a un temps pour essayer de changer le monde. Et puis, si on n'arrive pas à changer la Terre, on accepte. Donc, on devient prestataire. C'est très désagréable. Pour les collaborateurs, les collègues, c'est parfois très coûteux, je peux dire. Ça a un coût psychique tu perds la bataille. Et en plus tu te mets en position de domination, c'est-à-dire que ton client, c'est le chef, c'est le roi, il décide de tout. Démissionner, ça arrive, il faut. Parce qu'à un moment donné, on n'est pas là pour c'est que du travail. Donc à un moment donné, on joue pas notre vie, on joue pas nos heures. Voilà. Après ça, au sein d'une équipe, faut y faire attention, parce que il y en a qui en souffrent, qui vont chialer le soir parce que parce qu'ils ont mis toute leur vie, toute leur énergie, je caricature à peine. Et dans ce cas-là, il faut accepter, il faut en parler, qu'il y ait de la solidarité, que les autres l'aident. À un moment donné, qu'on passe le ballon, c'est-à-dire attendez-moi, ce client, j'en peux plus, prenez-le. Et par contre, ce qui est très difficile, c'est que quand tu as investi, tout ça, et qu'il faut parfois reculer, c'est très dur de reculer son propre travail. Donc c'est là où les collègues sont utiles, c'est vas-y, passe-moi le bébé, moi je vais reculer, je vais prendre un autre chemin, je vais me coltiner ton truc, et en même temps, tu as tout l'historique du projet, donc c'est très difficile de passer la main, alors que tu as tout l'historique. Là, il y a une vraie situation de potentiel mal-être à être prévenant. Pour autant, à un moment donné, il faut que le projet il sorte, la facture soit faite, et qu'on l'oublie, on avance. On avance. Et ça, franchement, c'est pas tous les 4 matins, Est-ce qu'il y a un projet qui t'a particulièrement marqué dans toute l'histoire Graphéine? Est-ce qu'il y en a un qui se démarque des autres? On a répondu à un appel d'offres pour le musée des Confluences à Lyon. À l'époque, moi, j'étais installé sur Lyon, je bossais à Paris, etc. Et donc, il y avait quand même un investissement personnel qui était, si je gagne un gros projet sur Lyon, alors quelque part, ça me rapproche de ma famille, donc ça déplace mon centre de gravité économique potentiellement, et puis c'est un musée national. On l'a perdu, mais qu'est-ce que j'ai appris en me défonçant sur ce truc-là, et en voyant le travail retenu, et en comprenant que j'avais mis des montagnes d'efforts, et que Rudy Bord ou ses équipes, je sais pas qui, à un moment donné, par une idée vachement plus simple et vachement plus pertinente, c'est lui qui a fait des détours pour essayer d'inventer l'histoire. Et donc là, c'est plutôt une leçon de se dire, en fait, ça sert à rien de suer pendant des heures. Il suffit juste, peut-être, c'est ça qui est le plus dur et le plus injuste, c'est que une idée simple, il n'y a pas besoin de suer pendant des heures, il faut l'avoir rapidement. Je me souviens d'avoir terminé un appel d'offres pour le musée de l'immigration. Non, pas de l'immigration, si, c'était ça à l'époque. C'était le nom du musée de la Porte Dorée, d'histoire de l'immigration, d'histoire de l'immigration, tout comme ça. On allait terminer comme des chacals à 4 heures du matin, courir, prendre le bus, il y avait des grèves, et il fallait qu'on soit à 10 heures au musée, et il y avait Jacques Toubon, qui était l'ancien ministre de la Culture, qui était président du musée, qui nous attendait, on devait faire l'audience devant le gars, t'as 25 ans, et t'as couru 500 mètres parce que le bus s'arrêtait à cause des travaux, du machin, t'arrives en sueur, t'as dormi 2 heures, tu présentes ton truc, et là t'es mauvais, t'es pas dedans, ça se voit, on dit merci, non, c'est bon, ça sera pas vous. Et là tu te dis, alors faut que j'arrête de bosser jusqu'à 4 heures, il faut voilà. C'est différent, mais c'est pas grave, c'est en le faisant je le recommence pas 2 fois.
me suis mis en danger. J'étais capable de faire 2 nuits blanches d'affilée, tu vois, 72 heures sans dormir pour finir un projet. Ben, en fait, comme je montais du lundi au jeudi soir à Paris, que je dormais sur place au bureau, c'était open bar, quoi. Donc j'enchaînais une nuit blanche par semaine. Après, c'est un rapport addictif au travail, c'est des sacrifices, c'est la vie de famille qui en paye les coûts, c'est enfin tellement de choses qu'on se rend pas compte que bah tu morfles, tu perds des années de, je pense, d'espérance de vie, tout simplement. En fait, tu fumes plus, enfin ce genre de truc, quoi. Non, la création, c'est quelque chose qui, comme les jeux d'argent, en fait, je sais pas comment dire, tu cherches à résoudre une équation et d'un coup, au bout d'un moment, elle se résout. Ton cerveau, il envoie une dose de dopamine qui est juste une excitation, et t'es dans un flow, t'es dans un truc de dingue. Tu peux aussi vendre un projet beaucoup d'argent, beaucoup plus que le temps que t'as passé. Bien sûr. Et donc ton idée que t'as eu parfois, tu peux avoir ton idée en 5 minutes ou en 50 jours. Quand tu l'as en 5 minutes et que tu la vends l'équivalent de 50 jours ou plus, tu as un jackpot. Donc il y a un rapport aussi à l'économie qui est très addictif, qui est pas garanti, c'est un jeu, quoi. En parlant d'être créatif, je voulais qu'on parle de Made for Med. Donc c'est un de vos projets qui est sorti il y a déjà maintenant quelques temps. Et ouais, je voudrais que tu nous parles un peu de la genèse de ce projet qui est quand même hyper disruptif. Enfin, en vrai, quand on regarde le résultat final, on se dit waouh, c'est quand même osé. Enfin, en tout cas, en termes de lisibilité, en termes même de créa pure. On sortait de 3 mois de boulot avec ce client. Génial. Une super équipe, une horizontalité, des gens super investis qui faisaient confiance, et on bossait pour changer le nom au démarrage. Et depuis le début, on dit mais putain, c'est une boîte de médecins français, le système médical français, des généralistes. C'est un système qui existe qu'en France, à l'étranger, ils n'ont pas de médecins généralistes comme nous en France. En tout cas, ils n'ont pas le même rapport exactement à la médecine généraliste. Il s'appelle Med for Med, fait pour les médecins, avec un nom un peu un anglicisme, etc. Mais le nom, on leur avait dit mais votre nom, faut le changer parce que faut trouver quelque chose qui soit plus juste. Ça fait boîte start-up anglo-saxonne, et donc on cherche, on trouve pas. Et après on abandonne, donc là il faut renoncer à pas résoudre l'équation. Le client te paye ta facture, voilà, pour le travail, donc tu sais que t'es là, mais tu sais que t'as pas, tu lui as promis un peu, tu vois, t'as poussé, etc. Puis non. Bon, c'est pas grave, les gars, il faut s'y mettre. Maintenant, faut faire le logo. Faut accepter de faire le logo là-dessus. Sur le projet, moi je suis très fier très heureux d'avoir participé à ça. À la fois pour le client, parce que c'était un chouette projet, à la fois pour le collègue, parce que Camille qui a pondu cette idée, c'est un super designer dans l'équipe, c'était peut-être un des plus jeunes à ce moment-là, dans l'équipe, quelqu'un un peu conformiste et un peu sage, et d'un coup là, il pond une idée qui est canon. Elle est canon, mais putain, il va falloir la vendre. Hein. Donc entre le moment où il a le twist, parce que c'est, hop, l'écriture médecin illisible, voilà, après on a ramé tous ensemble pour sortir le paquet. Mais c'est lui qui à un moment sort cette idée, et je suis très content qu'il la sorte, parce qu'à ce moment-là je me dis ok, il peut faire des étincelles. Cette audace là, garde-la, et prends-en soin, parce que c'est là que ça devient magique, le métier. Vous avez fait appel à un typographe pour ce projet-là? Non, pareil, c'était fait en interne. Il y a différents rapports à ça dans l'équipe. Il y en a qui vont vouloir aller chercher des hyper spécialistes, les meilleurs. C'est cool, ça permet de bosser avec des gens vachement bien. Moi, j'ai un rapport différent qui est de dire, bah non, fais-le tout seul, parce que c'est pas très compliqué. Ouvre Glyph, tu dis, en vrai, c'est compliqué. Mais si tu dis dès le démarrage, c'est compliqué, tu le fais pas. Et donc là, Camille a développé sa typo, a programmé, vas-y, je te montre, on programme les open types, les machins, les fonctions. Et c'est l'occasion à chaque fois de monter en compétences et de prendre à chaque projet 5-10% du temps pour s'auto-former, développer une compétence qu'on n'a pas l'occasion de faire. Et tu fais des économies, parce que t'achètes pas au prix fort. 2, tu développes petit à petit des compétences, tout le monde y trouve son compte, trouve un intérêt à consacrer une petite partie de son temps à se former, avoir l'autorisation comme ça d'exploser les heures finalement, parce que tu vas prendre 5 heures, 10 heures, 20 heures, 30 heures, et des fois tu te mets dans des galères tout seul, parce que et puis t'as toujours un joker. Ça c'est cool aussi dans le graphisme, c'est que du coup tu sais que tu peux aller frapper à la porte de quelqu'un et dire tiens, est-ce que j'ai juste une question, je te prends 2 secondes, comment tu fais pour exporter en format machin une fonte variable dans le truc, et le mec te dit non, faut que tu coches la case truc. Merci. Trop bien. Mais écoute, merci beaucoup pour ce retour d'expérience sur Made for Med. On va passer au petit jeu CMJN.
Du coup, je te rappelle rapidement les règles. Donc, je te donne un peu là, les petits cartels. Tiens. Voilà. Donc, Quentin va nous montrer des logos et du coup, il faut qu'on réponde, plus ou moins rapidement, avec un petit cartel chacun. Et puis, juste, on explique notre choix. Et puis, voir si on a des choix qui sont vraiment différents. Donc, moi, c'est un peu le milieu de la classe, quoi. J'achète, voilà, tout est dit. Et le nope, tout est dit aussi. Allez. Moi j'aime mieux moi. Ouais. Je trouve que il est là. Desigual, c'est un peu la marque, toutes les couleurs, des coupes un peu particulières, etc. Et c'est vrai que ce rebranding était juste un peu, voilà, on met un S dans l'autre sens, c'est le côté un peu plus disruptif, mais on a quand même un logo qui devient un peu un no logo. Je trouve pas très intéressant. Enfin, je trouve qu'en termes de positionnement, on y est un peu moins. Je suis d'accord, c'était pour être gentil, parce que je sais pas ce que vous avez mis après. Je me dis, bon, faut bien que j'achète quelque chose, quoi. Non, j'aime bien la simplicité, j'aime bien l'astuce, en fait, de se dire, on est non conformiste, donc on va mettre notre nom de manière non conformiste, on change le sens, on change la logique, etc. Oui. La typo est quand même bien choisie, la compo... Ils se sont retrouvés un petit peu forcés dans le sens où il faut mettre la tête de côté, donc tu vois, dans les représentations des crânes, tu verras jamais un crâne à l'horizontale. Pour autant, effectivement, le fait qu'elle soit un petit peu cachée, qu'il faille faire un petit mouvement de tête, c'est-à-dire qu'au début tu le regardes, tu te dis tiens c'est bizarre, pourquoi il y a ce C avec ces deux points, ça. Ouais, je trouve qu'il n'y a pas ce côté glauque que peuvent avoir les catacombes. Hein. Pour moi, il est juste sur cette petite frontière. Il aurait pu tomber dans le mauvais goût et il aurait pu être. Puis même la typo elle est légèrement piquante, mais juste ce qu'il faut, très léger détail. Enfin, bravo. Non, bravo à nous. C'est manuel aujourd'hui. C'est pas possible. Pourquoi c'est pas possible ? Parce que déjà on lit KN, comme tout le monde je pense, comme la majorité des gens. À la limite, non, en fait j'achète parce que comme ça je vais faire semblant. Je peux. Vas-y, tu veux faire la vocalisation. Non, mais que les gens mauvais fassent des mauvais logos, ça me va. Ça balance. Non, mais j'y connais rien en bagnole. J'ai l'impression que c'est un étudiant, qui aurait voulu faire un truc cool, un peu stylé, un peu tendance. Et puis qui n'aurait pas tout à fait réussi son truc. Mais mon rapport que j'ai à Kia, c'est vrai que c'est quand même une marque qui est relativement pas bon marché, mais qui reste assez bas en termes de tarifs. C'est pas une marque premium, quoi. Donc tu vois, il y a pas cet entre-soi. Donc c'est pour ça que je comprends mal le. Je connais pas la marque. Ouais, c'est assez, tu vois, c'est des petites citadines. Allez, je vote en touche. Pareil, peut-être par rapport à d'autres marques, ils ont réussi à faire naître un univers. Ils font des produits accessibles pour tout le monde. Après, ils le font, je sais pas, je pense que c'est comme tout le monde, à la fin, c'est fabriqué en Chine ou au Sri Lanka. Donc voilà, il y a quelques, faut pas les encenser, donc c'est pour ça le moins. Le signe, je l'ai pas compris. Ils en avaient besoin d'un signe, mais il était probablement à trouver ailleurs. Il y avait cette ligature du C, du A qui a un petit côté vintage, un peu old school. Je pense qu'ils l'ont fait parce qu'ils visent l'international et que je pense qu'il y avait cette volonté de vouloir se développer international, donc ils sont partis dans cette direction. Mais c'est vrai que je te rejoins, pour moi, Decathlon, t'as cet affect un peu venez comme vous êtes, tu vois. Enfin, tu vas à Decathlon, c'est bien fichu, c'est quand même familial. Donc du coup, en termes de positionnement, c'est vrai que ça paraît assez éloigné. T'as ce côté vachement plus presque américain, tu vois. Enfin, ce truc, grosse marque. Ils ont sorti ça quelques temps avant les JO, à un moment donné, parce que c'était l'équipementier, etc. Les JO de Paris. Donc ils avaient un besoin peut-être de cette internationalisation. Je parlerai pas d'eux. Je parlerai pas de la concurrence. J'achète parce que c'est pour féliciter mon associé. On avait la petite pilule. Je parle pas du reste, on aime, on n'aime pas. C'est pas sûr, mais juste la petite pilule. J'avais pas le talent pour faire ce genre de simplification. J'avais fait une pilule. Pour moi, une pilule, c'est rond, c'est machin, etc. Et un jour, il l'a faite comme ça. Et là, j'ai fait waouh. Et depuis, c'est resté cette espèce de radicalité. Moi, c'est ça. Et ça fait juste peut-être une dizaine d'années que c'est ce logo-là. Et j'ai le sentiment que juste la pilule se suffit. L'histoire du et bizarre. Oui. Parlons-en. Oui, il peut heurter un peu. À la base, dans l'historique, ça a été au démarrage parce qu'on était 3 qui étaient là. À la fois parce que le mot graphème vient du grec et que c'est un mot grec. C'était pour noter la consonance grecque qu'on sent pas forcément si on l'écrit avec un accent normal, un et normal. Et cette consonance grecque, elle a quelque chose d'extrêmement structurant, même dans notre façon de
guider l'entreprise, même encore aujourd'hui, c'est Graphene, je sais pas comment on dit en grec, quand t'enlèves le E à la fin, donc G-R-A-P-H-E. E-I-N-E, et ben ça veut dire écrire et dessiner. Autant écrire que ça veut dire tracer. Ça veut dire autant écrire que dessiner. C'est le même geste, c'est le même outil, c'est le même emploi. Ça laisse une trace, une empreinte. Il y en a un, c'est des mots, il y en a un, c'est des images. Les mots et les images, c'est les deux outils qu'on a pour faire des marques. Et c'est seulement au fur et à mesure du temps que la découverte du rôle des mots a pris son sens. Et aujourd'hui, je considère que Graphene, c'est autant des mots dans le sens du verbe, du langage, des récits, des histoires, que des signes, des images, Bon, moi j'ai dit ouais, je vais pas me faire taper dessus. Alors, non, mais c'est juste pour en vrai, c'est le et qui me le petit twist, qui me chagrine un peu. Et à la fois, ça fait l'originalité de l'ensemble. Et peut-être juste la petite pilule que je trouve un poil décorrélée du reste. Mais par contre, je suis complètement d'accord avec toi. Je pense que, effectivement, peut-être que la petite pilule se suffit limite maintenant à elle-même. J'ai encore quelques petites questions à te poser, et après, tu seras libre de voler vers d'autres horizons. Est-ce que le design, selon toi, est au service du comment ou du pourquoi ? Les deux, c'est mieux quand il est au service du pourquoi, mais il sert, c'est aussi un outil qui sert à produire, à délivrer, à informer. Et donc il y a pas mal de comment. Comment on se dirige dans un aéroport, comment on remplit, je sais pas quoi, le formulaire pour cocher la case de comment on délivre une information à la bonne personne au bon moment. Et après, c'est quand même plus intéressant de résoudre le pourquoi. Pourquoi délivrer cette information à cette personne à tel moment et pas à tel autre. Qu'est-ce qui fait selon toi la différence entre un bon designer et les autres ? C'est que tout le monde est bon. La réponse de... je botte en touche. Je veux pas d'embrouille. Tout le monde est beau, tout le monde est gentil. Non, est-ce qu'il te semble qu'il y a ou qu'il pourrait y avoir des compétences, des savoir-faire, des savoir-être qui font la différence en tant que designer, qui les élèvent un peu plus que les autres? J'ai toujours imaginé le designer comme un médiateur, un intermédiaire, au croisement de plein de champs de disciplines. Et ce savoir-faire de médiation, de rendre compréhensible l'information, le message, l'intention, le truc, de rendre désirable, de rendre visible. Donc pour moi, un bon designer, c'est quelqu'un qui est pas le meilleur dessinateur, qui est pas le meilleur typographe, qui est pas le meilleur coloriste, qui est pas le meilleur stratège, qui est pas le meilleur... Par contre, il est capable de dialoguer avec chacun. Donc c'est juste cette compétence à dialoguer avec les autres, à comprendre leurs problèmes, et puis être capable de dire ouais mais en fait le petit copain là-bas il m'a dit que et donc ce rôle de médiateur. Et donc ça veut dire, pour moi ça veut dire culture générale, ça veut dire culture générale technique, culture générale dans tous les domaines. Et après il a malgré tout son cœur d'expertise qui est quand même l'organisation de la composition de cette salade quoi. Voilà, à un moment donné c'est lui qui sait mettre les bons ingrédients, assaisonner la sauce, etc. Est-ce que tu penses que l'IA rentre en concurrence avec tout ça ou pas ? Avec le cœur de notre métier ? La question de l'IA. Désolé. Non. Fallait qu'on la pose. C'est un outil, tout ça. C'est un outil qui fait plein de choses mieux que nous, plus vite, plus rapidement. C'est un outil pour produire des images, voilà. Parce qu'on a besoin d'aller plus vite. Non, on est d'accord, mais en même temps, on choisit pas vraiment. On est dans un monde dans lequel, effectivement, ça va plus vite. Et d'autres ont choisi que ça irait plus vite, et de plus en plus vite. Et, ou en tout cas, c'est peut-être parce que les gens qui nous guident sont des hommes pressés, et donc ils ont juste ce temps d'avance. Est-ce que tu penses que du coup, on est, en tout cas, que ça rentre en concurrence, l'IA, avec nous? Avec le métier de designer? Avant, on disait infographiste, après on disait directeur artistique, et c'était le même métier, quoi. Mais infographiste, c'était, il faisait des infographies, il composait des choses, et il avait un métier de rapport technique qui était nécessaire. Ce rapport-là va disparaître, a déjà disparu, Canva est passé par là, et puis petit à petit, plein d'autres métiers sont incorporés dans ces outils techniques qui normalisent, qui standardisent, qui font du prêt à mâcher. Et il en faut, de toute façon, il y a de plus en plus de masse d'informations à traiter qu'il faut automatiser son traitement. Pour autant, cette information, plus il y en a, plus son traitement est automatique, plus sa valeur se réduit comme peau de chagrin. Ce qui me fait flipper d'un point de vue politique, c'est que c'est un propriétaire, OpenIA ou je sais pas lequel, la Californie qui possède les algorithmes, et que du coup, on est en train de s'attacher pieds et mains à une personne, un État, une entreprise, un truc.
Si tu tapes, indique-moi une agence de design graphique française pour faire ton mon logo, ils vont dire Graphéine. Donc tu vois, je suis très content. Mais c'est injuste. Donc c'est là où comment tu fais pour avoir des contre-pouvoirs quand à un moment donné tu as un monopole sur l'outil le plus révolutionnaire de notre temps. En attendant, on paye tous ces abonnements, on claque des thunes pour eux, on fait nos résumés, nos synthèses de nos benchmarks, nos machins, on est tous dessus. Il fait pas encore nos logos, parce que pour l'instant, j'ai pas été convaincu des résultats, mais il nous force en tout cas à nous épargner les idées préconçues. Il les a déjà, donc au moins on vérifie. Des fois, on a l'impression d'avoir pondu la lune alors qu'on a une idée préconçue. ChatGPT nous rappelle qu'il va avoir la même idée, donc c'est que c'est pas une bonne idée. Toujours est-il qu'il faut chercher à comprendre comment ça fabriquer, comment c'est utile, en quoi c'est utile. Faut pas en avoir peur, faut y aller. Ça, c'est indéniable. Par contre, il faut résister des contre-pouvoirs. Il faut prendre son crayon et dire je vais dessiner moi mon truc parce que ça me fait plaisir. Il y a cette part-là en fait aussi. Moi, dans l'IA que je déteste entre guillemets, mais que j'adore par plein d'autres côtés, c'est quand elle me prend mon plaisir à inventer les choses. Quand d'un coup ton cerveau produit une idée magnifique, c'est de l'estime, c'est de l'amour-propre, j'en sais rien, c'est du bonheur, c'est ça. Si c'est l'IA qui le sort en 2 secondes sans effort, où est ton plaisir, où est ton bonheur, donc pourquoi déléguer le plaisir son propre, hors de question que la machine prenne du plaisir à ma place, quoi. Mais non, en tout cas, ce qui est certain, c'est que on parlait de se dire on va bosser pendant je sais pas quoi 40 ans, 45 ans, et que ces cycles de révolution qui logiquement continueront de s'accélérer font que la photocomposition a tenu, j'en sais rien, de l'après-guerre des années 70 jusqu'aux années 90, Internet est arrivé dans les années 90, il a fallu jusqu'à les années 2010 pour qu'il soit à peu près mature, et puis toi la digitalisation, puis 5 ans, puis 10 ans, puis 3 ans, enfin tu sens qu'il y a et qu'on va se bouffer des changements de rupture technologique. Donc, comment on fait pour se former? Alors, voilà, quels sont les dispositifs? Est-ce qu'on met de l'argent de côté pour se former? Est-ce qu'on peut faire un autre métier demain? Combien de métiers on va faire dans notre vie? Etc., etc. Est-ce que tu aurais une dernière anecdote, une dernière anecdote un peu folle à nous raconter? Et comme on aime bien avoir des petites exclus, c'est quelque chose que tu n'as jamais raconté sur un plateau de podcast ou quoi, ce serait incroyable. Un jour, on est contacté par quelqu'un qui veut faire son logo pour un vin pétillant. Ok. Pas de problème, on lui fait un devis. Et on arrive dans le bureau, et là, je suis face au client, on commence à lui présenter les recherches, les pistes, les idées. Je comprenais pas pourquoi il y avait des coupes de rugby sur le mur pour un mec qui faisait des spiritueux ou je sais pas quoi. Et il devait être fan de rugby. Et puis à la main, il me dit merci, vous avez soif? Ouais, je veux bien. Il m'a mis une bouteille. Et puis c'est de la ceinture. Il dit j'ai que de la ceinture. Puis je regarde la bouteille. Et là, je vois le nom de mon client. J'ai oublié le nom. Et l'anecdote tombe à l'eau. Capitaine de l'équipe de France de rugby, Dominici. Marc, Jean-Claude, Jean-Pierre. Je ne saurais pas te dire, mais Dominici, ok. Dominici. Et donc, il était sponsor, il avait été capitaine de l'équipe de France de rugby. J'y connaissais rien, mon client s'appelait Christian Dominici, j'ai un nom j'ai pas le rugby. Voilà. Ouais. Et donc, c'était donc il y avait des coupes dans son bureau, il y avait toutes les coupes de champion de France, le stade français, etc. Et sur la bouteille de ceinture, c'était lui le sponsor officiel de ceinture, il faisait sa pub à la télé, etc. Là, d'un coup, moi, je me décompose, et là, je suis en rendez-vous, ça suit la grosse. L'avant-centre du Chupa. Je savais que c'était quelqu'un d'un. Et là, je rembobine le fil, et au premier coup de téléphone, il me fait là, j'ai déjà eu 3 pistes de logo, 3 agences, c'est n'importe quoi, ça me va pas du tout, je veux bosser avec vous. Et donc là, j'avais un petit warning qui était oula, client qui a épuisé 3 agences avant. Aujourd'hui, pourquoi la relation se passe bien? Pourquoi il est content du travail qu'on a mené? Parce que tu faisais pas de différence. Parce qu'en fait, non, je m'en foutais que ce soit Christophe. Ouais, je savais pas qui c'était. Je l'ai traité comme un client normal. Je lui ai donné mes conditions. Je lui ai demandé de me payer des esquisses parce qu'il voulait des esquisses gratos. Je lui ai dit non, moi, c'est voilà. Quoi, nous. Et du coup, on a bossé sur des bonnes relations qui étaient, t'es un client normal. Mais du coup, j'ai eu ce petit moment de décomposition en me disant, je suis en train de bosser avec eux. Et donc, voilà, c'est une petite anecdote. Et lui, il avait juste besoin
qu'on le traite pas comme une diva et qu'on lui dise non. Et c'est sûrement pour ça que ça marchait pas avec les autres. C'est sûrement pour ça que ça marchait pas avec les autres, c'est qu'à un moment, on lui dit, mais non, stop, ça, je suis pas d'accord avec vous, voilà, vous allez nous payer pour ça. Mais en retour, on s'engage à faire ça, puis voilà. Et du coup, relation saine. Incroyable petite anecdote. Bah, écoute, merci. Écoute, on arrive à la fin. Merci beaucoup pour le temps que tu nous as consacré. C'était un vrai plaisir. Merci vous deux. Et puis, on a hâte de voir vos nouveaux projets. De toute façon, on suit ça avec attention. Merci beaucoup. Et bonne continuation à Hypersten, à votre équipe, à vous deux.